Ok. Bon, eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. Euh, je voulais simplement faire un tout petit mot d'introduction, très petit, parce qu'au fur et à mesure du déroulement du webinaire, Aude, qui est la spécialiste du Printemps des cimetières, va vous donner beaucoup plus de détails et de manière beaucoup plus précise que je pourrais le faire. Je voulais seulement vous rappeler que, après vous avoir souhaité la bienvenue, le nombre augmente. Là, on va finir par être très nombreux. Vous dire que des choses que vous savez certainement tous déjà, le Printemps des cimetières, c'est la 6e édition. On a commencé relativement modeste et au fur et à mesure de ces 6 années, l'événement a pris de l'ampleur jusqu'à l'an dernier, regrouper une trentaine de départements sur toute la France, donc on est largement sorti de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et regrouper plus de 100 participants. Aude vous affinera ces chiffres-là tout à l'heure. Donc, on est extrêmement content du succès de cette manifestation. Vous savez que cette année, il se déroulera les 20, 21 et 22 mai. Que puis-je vous raconter de plus? Eh bien, je crois pas grand-chose. Je vais laisser la parole à chacun de vous dans l'ordre annoncé, mais auparavant, je voudrais remercier Véronique Bell, qui est historienne de l'art au patrimoine et à l'inventaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Jacques Louforêt, qui est président des Amis du Vieux-Toissé et de ses environs dans l'Ain, et qui est par ailleurs administrateur de patrimoine nord-alpin, Camille Ekman, qui est animatrice adjointe au pays d'art et d'histoire de la communauté de communes de la région de Guebwiller, Alexandrine Espinas, du service du patrimoine du souvenir français, et bien sûr Aude, qui est la cheville ouvrière de cette affaire et sans qui le Printemps des cimetières n'aurait pas acquis pareille renommée. Je vous remercie tous pour vos interventions, pour votre contribution et pour votre présence. Et je suggère que nous commencions. Merci Marie-Hélène. Alors, je vais juste faire un rapide rappel du programme. Donc, on commencera par une introduction au patrimoine funéraire par Véronique Bell. Ensuite, la première partie, on s'intéressera au Printemps des cimetières en général, donc une rapide genèse de l'événement, une présentation de l'événement, du processus d'inscription et de la communication mise en place. Et ensuite, nous écouterons 2 retours d'expérience d'organisateurs. Et enfin, dans la deuxième partie, nous aborderons plus en détail le thème 2022 avec une petite présentation et aussi des exemples d'animation proposés cette année en lien avec le thème. Et nous finirons avec une présentation donc, du souvenir français. Je fais rapidement un point sur le fonctionnement du webinaire. Comme je l'ai dit en introduction, mais je le redis peut-être parce que tout le monde n'était pas forcément arrivé. Donc, c'est un format webinaire. Donc, les participants n'ont pas accès à la vidéo et au son. C'est tout à fait normal. Vous pouvez cependant poser des questions via deux moyens. D'abord, l'onglet questions-réponses que vous trouvez dans la barre inférieure de Zoom et aussi via l'onglet discussion. Donc, je vois que certains ont déjà pris la main dessus. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si jamais votre question ne reçoit pas de réponse à la suite des différentes interventions, on peut aussi vous répondre par écrit. Et si jamais votre question est passée à la trappe, déjà, je m'en excuse. Et n'hésitez pas ensuite après à nous contacter par mail si besoin. Le webinaire sera disponible en replay par la suite. Il sera mis en ligne sur le site internet du Printemps des cimetières. Donc, nous allons commencer par l'introduction. Véronique, si vous êtes prête.
Je vous invite à réactiver votre micro et votre webcam. Là, je crois que vous me voyez et que vous m'entendez. Très bien. Bonsoir à tous. Alors, il m'est confié la tâche difficile de vous faire une présentation globale du patrimoine funéraire. J'essaie de mettre mon diaporama. Voilà. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Véronique Bell, historienne de l'art, chercheur au sein du service patrimoine et inventaire général de la direction de la culture et des patrimoines à la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis de nombreuses années. Je m'intéresse au patrimoine funéraire depuis de nombreuses années. Nous diffusons le résultat de nos travaux sur notre dossier électronique qui a cette allure-là. Si vous allez sur Internet et que vous tapez patrimoine Auvergne-Rhône-Alpes, vous arrivez sur ce genre de page d'accueil. C'est bon signe. Nous avons changé récemment l'interface, donc c'est un peu modifié pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer nos données. Et nous publions régulièrement sur notre revue électronique qui s'appelle Les Carnets de l'inventaire sur la plateforme hypothèse.org, et j'ai déjà publié 3 articles concernant le patrimoine funéraire auxquels vous pourrez vous référer. Ça donne les grands axes que je vais essayer de vous donner ce soir. Récemment sont parus 3 ouvrages de référence. Les sources du funéraire, sorti en 2015, mais qui vient de sortir sous forme numérique. Ce n'est peut-être pas celui vers lequel il faut vous précipiter en premier, parce que c'est un niveau universitaire qui n'est peut-être pas nécessaire pour des visites guidées au cimetière. En 2016 est sorti Cimetières et tombeaux, patrimoine funéraire français par les éditions du patrimoine. C'est vraiment une somme sur ce qu'on sait aujourd'hui du patrimoine funéraire en France pour le 19e et le 20e siècle. Et puis, à droite, j'espère que vous voyez la partie droite de mon écran, sorti de façon numérique également, Cimetières et patrimoine funéraire. Là, c'est un outil de travail, notamment sur les symboles, sur tout ce qui est droit, etc. C'est également une somme facile à consulter et qui peut vous servir à plusieurs niveaux. Alors là, je vais faire un balayage de comment vous pouvez guider le regard des visiteurs qui répondront à votre invitation pour le printemps des cimetières. Et la première chose à faire, me semble-t-il, c'est d'abord de prendre en compte le cimetière dans sa globalité. Par exemple, comprendre comment il a été implanté dans la commune. Je parle très rapidement du décret du 23 prairial an 12, le 12 juin 1804, qui est l'acte de fondation du culte des morts, qui pousse à éloigner le cimetière du centre des villes et des villages, c'est-à-dire qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, on déplace le cimetière, on l'éloigne de l'église pour des raisons d'hygiène globalement. Les ouvrages que je vous ai cités pourront vous permettre de comprendre tous les tenants et aboutissants de tout ce long travail qui occupe la seconde partie du XVIIIe siècle et qui donne naissance au cimetière tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors donc, je vous recommande vivement de prendre en compte globalement le cimetière, notamment par son implantation qui peut faire l'objet de beaucoup de palabres au sein de la commune. Et on peut voir aussi que, donc, au XIXe siècle, on éloigne le cimetière du centre, ville et bourg, mais l'urbanisation rattrape ce cimetière, comme vous voyez ici en banlieue parisienne. Évidemment, ce cimetière date d'avant la construction de l'autoroute Paris-Bordeaux. Bordeaux-Nantes, mais c'est un peu révélateur aussi de la place qu'on accorde aux morts, à nos morts dans certaines régions, dans certaines agglomérations. On voit que c'est tout à fait différent de ce que se passe ici à Thizy, dans le Rhône, où on a un très beau cimetière qui s'est implanté en terrasse et avec une vue panoramique sur le Beaujolais.
Donc, tout ça est important. Il est important de faire le point en début de visite sur comment le cimetière se situe dans la commune. Est-ce qu'il a été rattrapé par l'urbanisation? Est-ce qu'il est encore un peu à l'écart? Est-ce qu'il permet des vues dégagées? Est-ce qu'il s'est construit autour d'une église, d'une chapelle en l'occurrence, comme à Thiésy, etc. Et un petit phénomène que j'ai remarqué à plusieurs reprises, c'est que parfois quand on déplace le cimetière, la municipalité recherche des terrains et c'est un notable qui fait don, ça peut être parfois un notable qui fait don du terrain à la commune et dans certains cas, il se réserve un îlot, un bout de parcelle à côté au cimetière et qui ouvre sur le cimetière, mais lui peut enterrer ses morts de façon un peu à part quand même. Donc on a parlé de ce qui se passe pour l'implantation du cimetière dans la commune. On peut se rapprocher du cimetière lui-même, voir les murs d'enceinte, de quels matériaux ils sont construits. Ici, nous sommes à Pommiers, dans le Rhône, par exemple, qui est une commune où il y a des carrières de pierre. On voit ici l'usage de deux types de pierres. Ça peut être intéressant à commenter, surtout s'il y a encore les archives et qu'on peut savoir de quelle carrière exactement proviennent les pierres. Et puis, on peut s'intéresser au portail. Ici, on voit qu'il est construit en demi-lune, ce qui facilite l'évolution des convois funèbres, et ce qui est un aspect sophistiqué de l'entrée du cimetière, pourtant dans une commune rurale. On a un beau portail en ferronnerie avec deux beaux piliers en pierre assez soignés, et puis ce portail en ferronnerie est orné de motifs, la croix, des enroulements végétaux, etc. Je vous montre ici le détail du portail de la commune d'Ans, où on a à la fois le crâne et les os, ce qui est intéressant pour le funéraire, des larmes ici, et puis la date de 1825. Attention, il faut se méfier. Là, c'est le portail du premier cimetière qui a été remployé pour l'ouverture du nouveau cimetière en 1870, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse, et vous le savez bien sûr, comparer ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on sait de l'histoire. Il ne faudrait pas aller trop vite là et conclure que le cimetière date de 1825, c'est parfois un peu plus compliqué. Il faut sans cesse faire cet aller-retour entre les archives, entre les sources et le terrain. Parfois, pour entrer dans le cimetière, eh bien, le seuil est revêtu d'une dalle funéraire qui n'avait plus d'ayant droit. Donc ça, c'est aussi à noter. Voyez, donc il faut regarder en l'air pour regarder les détails ornés des portails, mais il faut aussi regarder où l'on pose les pieds et voilà pour pouvoir bénéficier de toutes les infos qu'on peut trouver. Ce qui est important, une fois qu'on est rentré dans le cimetière, ou juste avant, c'est parler du plan du cimetière lui-même. Là, je vous demande de regarder juste la partie bleue, parce que c'est le cimetière d'origine à Villefranche-sur-Saône, ouvert en 1859. Pour ce faire, à Villefranche, il a fallu percer des rues afin de desservir le cimetière. Ça, c'est important pour cet équipement municipal. Des allées ont été tracées, perpendiculaires, et elles se croisent en un rond-point où ont été dressées là une croix de récupération au milieu et 4 monuments commémoratifs dans ce rond-point, ce qui donne un caractère tout à fait monumental et architecturé à ce cimetière. Ici en haut, on voit le carré qui est triangulaire ici du culte réformé, qui est interdit, alors que différencier les cultes est obligatoire dans une première partie du 19e siècle. En revanche, à partir des années 1880, ça devient interdit. Donc, en l'occurrence, les murs de clôture sont abattus, mais parfois on peut tout de même se rendre compte de la présence de tombes protestantes en plus grand nombre dans cet enclos-là, dans cet ex-enclos. On peut aussi voir s'il reste toujours la cloche qui permettait de prévenir de la fermeture du cimetière, avec l'installation de moyens plus modernes, des sonnettes électriques, etc. Parfois, la cloche disparaît, si elle est encore là, c'est bon de la signaler. On peut aussi parfois trouver dans des cimetières des aménagements végétaux, paysagers qui sont
très intéressants et pas si courants que ça, donc c'est toujours bien de les mettre en valeur. Parfois, donc on peut aussi étudier, enfin, porter le regard sur tout ce qui est monument commémoratif. Ici, à Saint-Julien-sous-Montblas, une plaque qui commémore les mobiles morts pendant et après le siège de 1870 à 1840. Et ce qu'il y a de très bien dans ces communes rurales, c'est que parfois les choses sont encore dans leur jus, on les voit telles qu'elles ont été conçues. Et c'est très intéressant. Et là, cette plaque a été restaurée depuis. Une fois qu'on a vu toutes les parties constituantes du cimetière, on peut s'attacher à l'examen des édicules eux-mêmes. Alors, dans la première partie du 19e siècle, l'usage est plutôt d'élever, d'aménager des enclos funéraires familiaux à composition hétérogène, c'est-à-dire dans une petite parcelle, fermée d'une grille, la plupart du temps, fermée d'une grille. On avait besoin de clôturer cet enclos. Chaque défunt a sa stèle ou sa dalle. Après, plus tard, nous verrons que le caveau devient commun, la stèle devient commune à partir de la seconde partie du 19e siècle. Ici, sur la droite, à Villefranche, on est un peu dans un entre-deux. Nous sommes toujours dans un enclos, mais la grille a disparu parce que ce sont des choses un peu fragiles et qui se corrodent et qui finissent par être enlevées ou tomber d'elles-mêmes. Ici, nous avons 3 stèles où il y a plusieurs noms, mais 3 stèles pour la même concession. Ce qui est assez courant dans notre région aussi, ce sont ces beaux tombeaux du début de la première moitié du 19e aussi, dû au binôme talentueux de l'architecte Chenavard et du sculpteur Pro, qui utilisent des formes inspirées de l'antique. Et le talent de Pro, c'était vraiment la finesse de sa sculpture, avec l'utilisation d'un vocabulaire lié aux urnes, aux oiseaux, aux papillons, aux végétaux délicatement ciselés et sculptés. Et j'en ai trouvé un tout à fait récemment au cimetière de Saint-Lager. C'est pourquoi, comme c'est un binôme qui a beaucoup travaillé dans notre région, je me permettais de le souligner. Alors ensuite, entrant dans la seconde partie du 19e siècle en plein, la chapelle, le tombeau à forme de chapelle funéraire, on le voit pour la première fois au cimetière du Père-Lachaise en 1807. Mais sa démocratisation se fait un peu plus tard. C'est une réminiscence des chapelles funéraires que les notables, que les aristocrates faisaient ériger dans les églises sur les bas-côtés. On l'isole et on l'exporte dans le cimetière puisque les notables et les bourgeois tiennent à utiliser ce même mode en référence à l'Ancien Régime et pour consacrer la notabilité de leur famille. Alors ici, je vous en montre une qui est tout à fait sévère, que je ne trouvais pas très, très affriolante pour une chapelle funéraire. C'est dans un petit village du Beaujolais et j'ai eu la curiosité tout de même de passer la tête dans la grille. Et là, on trouve une voûte complexe tout à fait sidérante pour une chapelle très rustique, très, très fruste à l'extérieur. Une voûte complexe, probablement construite en plâtre, mais tout à fait exceptionnelle. C'est rare de trouver ce genre de choses dans une chapelle funéraire rurale. On trouve... Alors, la plupart des tombeaux sont des tombeaux plus simples, constitués d'une dalle et d'une stèle, parfois inspirés de l'antique comme on le voit ici, surmontés d'une croix et de divers symboles que nous verrons un peu tout à l'heure. Mais je vous montre cette photo parce que ces tombeaux peuvent être jumelés par 2 ou 3. C'est-à-dire qu'ici, chaque branche d'une famille a son propre caveau. Donc, il faut voir aussi dans la composition des caveaux ce genre d'organisation. On trouve ici, dans un enclos dont je vous parlais tout à l'heure, un tombeau en forme de sarcophage où est inscrit un verset de la Bible. On peut penser que ça peut être des protestants enterrés ici,
puisqu'ils mettent souvent, ils font souvent graver un verset de la Bible en français, afin d'être compris par tout le monde. On trouve des stèles en forme d'obélisque inspirées de l'Antique ici. Vous voyez au sommet, de façon tout à fait improbable, cette chouette, symbole d'Athéna, symbole de la connaissance, qui veille la nuit et qui donc veille dans les ténèbres, peut nous conduire dans les ténèbres, et qui donc, alors pour les libres penseurs, les symboles de connaissance et donc de lutte contre l'obscurantisme, elle est là, elle veille la nuit, donc elle permet à l'âme de pouvoir monter au ciel. Quitte à voir des tombeaux un peu monumentaux, je vous précise que les cimetières sont des propriétés publiques et les concessions sont des propriétés privées dans cet espace public. Si bien que quand un tombeau se dégrade, est en mauvais état, le maire ne peut pas intervenir. Il peut mettre juste en dehors s'arranger pour qu'il n'y ait pas péril pour les passants, mais il ne peut pas intervenir sur l'édicule lui-même. Donc on voit ici une mise en sécurité assez sommaire, mais efficace, je l'espère. Dans les zones de montagne, où il y a des guides de montagne, la présence de la montagne est importante au niveau professionnel. On peut voir des morceaux de roche qui servent de stèles. On voit ça donc à Samoin, mais à Saint-Christophe-en-Oisans et dans d'autres communes que vous connaissez certainement mieux que moi. On trouve aussi des tombeaux plus simples. Il y a eu, à la fin du 19e siècle, à la première partie du 20e, alors que sur les pavillons de banlieue était utilisée la rocaille. Ça s'est fait aussi pour les tombeaux. Ce qu'on trouve en ville, on le retrouve aussi dans les cimetières. C'est du ciment armé qui imite des arbres écotés. Et ça, c'est intéressant de les regarder avec bienveillance parce que ce sont des choses qui s'abîment désormais puisqu'ils sont aux intempéries et que l'armature finit par rouiller et faire se décomposer toute la tombe. Je vous ai montré très brièvement quelques tombeaux et on peut voir maintenant les éléments sculptés. Alors, donc, les éléments sculptés ou les vitraux, il y a parfois de la mosaïque, des choses qui relèvent plus du décor, de l'ornementation et de la symbolique. Alors ici, nous avons un très bel ange dû au sculpteur Michel Métras, qui œuvrait à Villefranche-sur-Saône. Vous voyez qu'il est pensif. Il songe, mais ses yeux sont levés vers le ciel, ce qui signifie quand même espoir, puisque quand même l'ange est messager des dieux, donc messager de Dieu. Et donc, il espère en la vie éternelle. Celui qui a fait construire ce tombeau croyait en la vie, en la résurrection et la vie éternelle, puisque cet ange regarde vers le ciel. Sur la page de garde de mon diaporama, il y avait une douleur que je n'ai pas remise dans le diaporama, où la douleur est le symbole, est souvent un être humain, une femme souvent, voilée et qui a plutôt la tête vers le bas, qui est empreinte qui est dans le deuil, et la douleur est moins dans l'espérance, bien sûr. Là, c'est plutôt le rôle de l'ange. Ce qu'il faut relever aussi, ce sont les portraits qui peuvent se faire sous forme de vitrail. On voit souvent le portrait du défunt ou le portrait de la femme et l'enfant qui viennent rendre visite au défunt, mais ce qui est intéressant d'inventorier, ce sont les portraits des époux que l'on voit ici, chacun a son médaillon, et c'est quelque chose de très intéressant à souligner et à étudier. Dans les choses plus classiques que nous rencontrons tous dans nos cimetières, c'est la couronne. La couronne, c'est un cercle infini, il n'y a ni début ni fin, elle représente en ce sens l'éternité, la résurrection, la vie après la mort. Là, c'est une couronne d'immortel, et bien ça vient donc renforcer ce symbole, et elle est entourée d'une branche de lierre qui symbolise un fidèle attachement, et les feuilles de lierre sont pérennes, donc ce qui vient renforcer l'idée d'éternité. Nous voyons ici sur une chapelle funéraire, nous retrouvons la chouette,
cachés, enfin, lovés dans des feuilles d'acanthe sur un chapiteau, 2 chouettes ici. Nous voyons ici des flambeaux, les flambeaux qui permettent de s'orienter dans les ténèbres. On peut penser que le flambeau lui-même représente l'enveloppe corporelle et la flamme, l'âme. Ils sont très souvent retournés, ce qui symbolise la mort. Pour ce qui est des symboles, j'ai oublié de vous prévenir qu'on peut leur attribuer une signification relativement commune, mais il faut savoir que chaque famille s'approprie les symboles. Et vous qui avez peut-être déjà fait des visites guidées, des conférences, vous savez que parfois des gens interviennent pour nous dire « mais mon grand-père, il a choisi ce symbole parce que pour lui, ça voulait dire telle chose, etc. » Telle chose qui parfois s'éloigne de la définition habituellement admise du symbole. Ici, je vous montre l'alpha et l'oméga de l'autre côté que nous ne voyons pas, mais c'est surtout pour le sablier ailé, sablier qui nous dit que le temps nous est strictement compté dans cette vie, mais les ailes sont là pour penser que l'âme peut être conduite au ciel, et puis le sablier peut se retourner, et que si cette vie ici sur Terre s'est terminée, eh bien, il nous attend la vraie vie de l'autre côté. C'est donc tout ça est révélateur des mentalités du 19e siècle, des croyances du 19e siècle, et c'est à ce titre que tous ces éléments patrimoniaux sont intéressants parce qu'ils se trouvent à la croisée de plusieurs disciplines, l'histoire de l'art, la sociologie, la généalogie, l'ethnologie, etc. Ici, je vous montre la tulipe, qui est quelque chose que l'on voit beaucoup plus au XXe siècle, et qui, la tulipe fleurit à partir d'un bulbe qui refleurit chaque année et qui donc, par ce délai, on peut penser que c'est un symbole d'éternité aussi. C'est un motif relativement récent. On peut trouver aussi des évocations des métiers des défunts. Alors ici, c'est un vigneron avec des grappes de raisin et les outils qui permettent d'entretenir la vigne. Ici, la chapelle funéraire d'un tailleur de pierre avec tous ses outils en haut. Ici, le tombeau et la stèle très travaillée de Dubief, qui était sculpteur et chef du service municipal des pompes funèbres de Villefranche. Il a ici mis aux angles un chérubin parce qu'il a 2 paires d'ailes, une paire déployée et une paire qui est refermée ici. Les chérubins sont connus pour garder l'arbre de vie. Et à droite, pour le printemps des cimetières de l'année dernière, j'ai fait éditer quelques cartes postales pour cette visite et elles ont eu un franc succès, elles m'ont presque été arrachées des mains, entre guillemets. Il faut relever aussi les signatures que vous pouvez trouver. Ici, nous voyons la signature de Pétrus Dubief, qui est sculpteur mais aussi marbrier, chef du service municipal, et à droite, sur un portrait en bronze, il y a sur la partie plate ici le rebord, donc il a fallu monter sur la tombe, ce qu'il faut faire évidemment avec le plus de délicatesse possible et peut-être même de discrétion, pour relever la signature de ce bronze fait à Villeurbanne. Ici, on voit un pilote mort certainement dans un accident d'avion, peut-être pendant la guerre, je ne me souviens plus. C'est très original, très intéressant. Il y a à la fois l'hélice de son avion et les ailes qui emportent son âme dans l'au-delà. Quelque chose que je ne sais pas expliquer, mais que vous trouvez très certainement vous aussi dans les cimetières que vous fréquentez, des choses que vous ne savez pas identifier, mais en connaissant l'histoire de la famille, on peut progresser. Ici, des pierres semi-précieuses encastrées dans la croix au centre de la stèle. Probablement, il y a ici quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la géologie ou à un domaine de ce type. On trouve aussi dans certains cimetières les tombes des gens du voyage qui sont faites alors là dans des matériaux tout à fait modernes. Ici, on a une sorte de véranda au-dessus de la stèle, de la dalle, pardon, et de la stèle aussi. Et ce sont des tombeaux où le recueillement est vraiment très vivant, très, très, très présent. Et c'est intéressant d'étudier ça aussi.
Les végétaux sont également une piste pour la datation. Vous voyez à droite le yucca qui est très utilisé à la fin 19e, début 20e. Ça correspond tout à fait à l'époque de la stèle. On trouve souvent aussi le fameux Bergenia crassifolia qui est une plante idéale pour le cimetière dans le sens où elle résiste au gel, elle résiste aux canicules, elle est là, elle est indestructible. Et donc, elle permet de fleurir et de végétaliser les tombes et les jardinières sans grand entretien. À gauche, la joubarbe, que l'on trouve souvent pas forcément en fleurs. Là, c'était une bonne année. Pour les chapelles funéraires et certains tombeaux, il faut également regarder les vitraux, qui sont un patrimoine particulièrement fragile. La plupart sont des grisailles, qui utilisent des ornements assez classiques et redondants, mais parfois on tombe sur des vitraux tout à fait intéressants. Ici, nous retrouvons notre sablier, et il est sans aile, ce qui est vraiment rare de voir ce symbole sans aile. Et sur un vitrail, c'est 2 fois c'est également rare de voir ce symbole sur un vitrail. Donc ce vitrail qui est en mauvais état, qui est cassé ici et qui est bombé également, est un vitrail extrêmement intéressant. À droite, un vitrail des années 1960, si je ne m'abuse. C'est beaucoup plus rare, évidemment, on commande moins de vitraux pour les tombeaux et de façon générale. Donc c'est dans l'Ain, cette fois-ci, c'est très intéressant aussi de les étudier. On peut aussi jeter un regard sur le mobilier. Alors là, je passe vite. C'était pour sourire un petit peu. Vous voyez qu'à Villefranche, la communauté de communes a pensé à notre confort en installant des cavernes et des caossins. Passons vite parce que je crois que le temps passe. On peut s'intéresser au mobilier municipal commun à tout le cimetière avec ces plaques qui nous disent quel comportement adopter avec ce qu'on doit jeter ou garder. Et puis le mobilier dans les chapelles funéraires, les autels, les prie-dieu, les chandeliers qui disparaissent, qui s'abîment vraiment. Il n'y en a plus l'usage, on ne les entretient plus, donc ils disparaissent. Quand il y en a, c'est bien de les inventorier et de les commenter. Et le mobilier, ça peut être aussi des couronnes en céramique, tout ce qui est en céramique. Ici, à Menton, la véritable végétation s'empare de la végétation des belles fleurs en céramique. À droite, à Fresnes, une couronne d'immortels pour la patrie. Il y a aussi tous ces objets en perles qui s'abîment beaucoup avec les intempéries et qui, s'ils ne sont pas abrités, se disloquent. Les usages, très rapidement, vous avez peut-être remarqué depuis une vingtaine d'années, des usages tout à fait personnels. Chacun met sur le tombeau de sa famille des choses très, très personnelles, une boîte de gâteaux en métal, une boîte de pâte de fruits, un chapelet, des pierres posées d'une certaine façon. Ici, on a un petit oiseau qui fait cuit-cuit quand on passe devant. Voilà. Mais là, je vous laisse recenser tout ça de votre côté. On peut aussi s'intéresser à la valorisation des concessions échues ou sans ayant droit. Elles ne partent pas forcément à la benne, heureusement, parce que vous voyez qu'un cimetière comme ça donne quand même un peu le cafard. Il n'y a que des tombes modernes et ça ne donne pas du tout envie d'être inhumé à l'intérieur, nous avons tout le temps. En revanche, à Samoin, toutes les tombes qui se trouvaient autour de l'église, puisque le cimetière a été déplacé, ont été installées et mises en valeur et forment une petite promenade où l'on voit toutes les pratiques anciennes. On peut, depuis la fin du XXe siècle, me semble-t-il, après toutes les destructions qu'il y a eu, tout le manque d'attention portée à ce patrimoine fragile qui est soumis aux intempéries à longueur d'année, moi, je sens quand même frémir un renouveau. On peut le voir à Vénissieux, avec le très beau tombeau Villa Plana, où il y a toute une symbolique gravée. C'est vraiment intéressant de la voir. Et je souligne que l'association Vénitiacum a fait un très beau travail sur le cimetière de sa commune. Et puis, dans les tombes modernes, on peut trouver des choses comme ça, qui plaisent ou non, mais on sent une réappropriation de cet art d'exprimer son attachement à ses défunts, d'exprimer son deuil, d'exprimer les fidèles pensées qu'on a pour eux. On peut, si vous en avez l'occasion, fouiller les archives communales. On peut trouver des choses intéressantes, comme ici on a une date d'un tombeau dessiné avec sablier ailé et flambeau retourné.
c'est une date, c'est toujours très bien d'avoir ça. Et il s'agit de photographies trouvées dans un fonds privé, les descendants du sculpteur Métra. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on voit dans l'atelier du sculpteur la maquette et l'ange de la résurrection grandeur nature, tel qu'il va se trouver sur la tombe. Et là, on trouve une photographie de la tombe avec tous les éléments en perles que l'on utilisait au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe. Quand on trouve beaucoup d'archives aussi chez les marbriers, suffisamment, on peut, par exemple, comme j'ai fait ici, essayer de définir l'aire de diffusion d'une marbrerie et savoir comment, à partir d'un point central, éventuellement d'un site de carrière de pierre, comment elle se diffuse dans la région. Évidemment, ce qui est de très intéressant également dans les cimetières, ce sont les épitaphes. On peut en avoir ici à Saint-Étienne-des-Oulières. On a carrément un état de service complet d'un soldat des guerres napoléoniennes. Alors, je pense que le temps passe vite, donc je ne vous le décris pas en détail, mais ce monsieur... Oui, oui. Véronique, si vous pouvez conclure en quelques phrases, s'il vous plaît. Très bien. Alors voilà, donc tout est intéressant dans les épitaphes et révèle vraiment les mentalités de l'époque. La plupart du temps, elles sont gravées sans aucune faute. C'est parce qu'une fois, j'ai vu une épitaphe gravée avec plein de fautes que je me suis rendu compte que normalement, elles sont toujours très bien écrites. Et puis pour conclure, une épitaphe que mes ayants droit ne feront pas graver. Elle fut vertueuse, bonne épouse, bonne mère et toujours disposée à secourir les malheureux. Vous voyez qu'au milieu du XIXe siècle, on tient à marquer les qualités des femmes et aussi des hommes, puisqu'on peut être bon époux et bon père. Pour terminer, on peut distribuer à la fin des visites le petit guide à l'usage des personnes souhaitant entretenir une sépulture et qui donne le conseil de ne pas utiliser de javel ou de brosse trop dure. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir fait le tour des questions concernant les visites d'un cimetière. Merci. Merci beaucoup, Véronique, c'était très intéressant. Je reprends le partage. Du coup, en effet, l'intervention de Véronique Bell permet vraiment de mettre en avant le fait que les cimetières recèlent un patrimoine extrêmement riche. Et c'est d'ailleurs de ce constat qu'est née en 2005 la commission patrimoine funéraire de patrimoine oralpin. Donc, patrimoine oralpin est engagé sur la défense du patrimoine funéraire depuis de nombreuses années. Et aussi, au sein de cette commission, en 2015, un groupe de travail a été créé dans le but de mieux valoriser ce patrimoine et les cimetières. Et c'est ce groupe de travail qui a créé donc le Printemps des cimetières, dont la première édition s'est déroulée le 22 mai 2016. Sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque Patrimoine Oralpin est une fédération régionale. Depuis 2016, l'événement a beaucoup évolué, notamment sur l'allongement de la durée du Printemps des cimetières, puisque à sa création, l'événement se déroulait seulement sur le dimanche. Maintenant, c'est du vendredi au dimanche. Et on a aussi surtout grandement agrandi l'aire géographique, puisque d'un événement régional, on est passé à un événement national et même européen certaines années, avec notamment la Suisse qui a déjà participé et cette année la Belgique. Donc pour faire rapidement un petit point, donc en 2021, 39 départements français étaient représentés. 117 cimetières ont été visités et 80 organisateurs ont donc proposé des animations. Les 3 objectifs du Printemps des cimetières, c'est tout d'abord de sensibiliser à l'importance patrimoniale, historique, artistique, culturelle et écologique des cimetières. Et pour cela, l'idée, c'est donc de rassembler lors d'un événement commun les initiatives autour du patrimoine funéraire, pour mettre vraiment un coup de projecteur sur ce patrimoine
Et donc, pour cela, on invite donc tous les acteurs qui œuvrent déjà pour la valorisation et la sauvegarde de ce patrimoine à proposer des animations lors d'un week-end commun au mois de mai. La finalité derrière ces 2 premiers objectifs, c'est aussi de sauvegarder ce patrimoine en essayant d'impulser des actions concrètes et en essayant aussi de sensibiliser, d'éveiller les consciences, aussi bien des élus, des structures patrimoniales que du public, qui, comme Véronique Bell l'a rappelé, en effet, les concessions sont privées. Donc, c'est d'abord le public, le propriétaire qui peut entretenir son patrimoine. Et ensuite, on a eu aussi un très bel exemple de ce que les communes peuvent faire pour le sauvegarder avec Samoins, qui a donc conservé des tombes anciennes pour en faire une sorte de carré patrimonial. Dans les sujets à aborder lors du printemps des cimetières, ça peut être très varié. Les cimetières permettent vraiment d'aborder beaucoup de sujets, que ce soit l'architecture, l'art, l'histoire locale, l'écologie, la faune et la flore, la symbolique funéraire, la mémoire collective. Les sujets sont vraiment très variés, comme les types d'événements que vous pouvez proposer. La majorité, ce sont bien sûr des visites guidées, mais il est tout à fait possible de proposer des conférences, des expositions, des lectures, des visites libres. Aucun événement n'est rédhibitoire. Au niveau des critères à respecter pour participer à l'événement, il y en a 2 principaux qui sont bien sûr respecter les dates officielles de l'événement et son objet, à savoir donc le patrimoine funéraire et les cimetières. Ensuite, pour intégrer le programme, il suffit donc de s'inscrire via le formulaire officiel qui est accessible sur le site internet du Printemps des cimetières. Et on demande également aux organisateurs d'obtenir une autorisation de la structure gestionnaire du cimetière, qui est en général la mairie, dans le but de sensibiliser les élus, si ce n'est pas la commune qui organise l'événement, de leur montrer que le cimetière est un lieu de patrimoine et que des structures s'engagent pour le valoriser. Et comme c'est un lieu public, c'est aussi une sécurité pour l'organisateur. Je vous montre rapidement à quoi ressemble le formulaire Open Agenda. Donc, c'est une solution qui est utilisée aussi par le ministère de la Culture pour l'inscription, par exemple, aux Journées européennes du patrimoine. Donc, il suffit de se créer un compte ou de vous connecter avec votre compte existant si vous en avez un, pour ajouter un événement dans l'agenda du Printemps des cimetières. Le grand intérêt d'Open Agenda, c'est que vous pouvez aussi modifier vous-même vos événements ou les laisser en brouillon le temps d'avoir les informations nécessaires. Donc, vous avez complètement la main dessus si jamais il y a des choses à rectifier, un horaire qui change, etc. Je passe plus précisément du coup à la communication autour de l'événement. Ce qui est fait d'abord par Patrimoine Haut-Alpin. Donc, on met en place des documents de communication papier pour les organisateurs qui s'inscrivent avant la date butoir qui est cette année le 25 mars. Ces documents de communication papier sont des affiches génériques qui sont personnalisables. Donc, un espace est laissé vierge pour les organisateurs afin qu'ils puissent ajouter leurs informations. Donc, ce sont des affiches A3 et l'espace vierge est au format A4. Et ensuite, des flyers qui sont, eux, personnalisés avec les informations que vous avez rentrées sur votre formulaire Open Agenda. Donc, il est important d'avoir une attention particulière aux informations qui sont renseignées, puisqu'ensuite, elles apparaissent telles quelles sur les documents de communication et sur le programme aussi, la carte interactive qui est mise en ligne sur le site internet. Un kit de communication numérique est aussi à disposition. Il sera mis en ligne sur le site internet et téléchargeable, bien sûr, gratuitement.
Donc oui, pour revenir aux documents de communication papier, ils sont réalisés, imprimés et envoyés par Patrimoine Nord-Alpin. Tout est pris en charge de ce côté-là. Nous animons les réseaux sociaux de l'événement. Donc, nous avons une page Instagram, une page Facebook et une page Twitter. Je vous invite à nous suivre d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Et on édite également un communiqué de presse qui est diffusé aux médias locaux et nationaux. La communication, c'est aussi le rôle des organisateurs. Pour ça, donc, on vous invite donc à diffuser les documents de communication qui sont mis à votre disposition, mais également à vous rapprocher des offices de tourisme pour référencer vos animations dans leurs agendas. En général, tout ça se fait sur leur site internet. Il y a également un formulaire, mais vous pouvez aussi peut-être les contacter directement. En général, vous avez des relations avec eux. Et également à faire relais de vos animations auprès de la presse locale, dont vous avez peut-être déjà également les contacts. N'hésitez pas non plus à mettre un lien vers la carte interactive sur vos sites internet respectifs et également à partager les informations sur vos réseaux sociaux. On va passer du coup au retour d'expérience de nos deux organisateurs qui ont répondu présent, donc je les remercie encore. Monsieur Louforêt, si vous souhaitez commencer. Bonjour, oui. Bonjour à tous. Merci Aude pour cet accueil. Merci pour toutes les précisions aussi. Je vais essayer de tenir compte de ce qui a été dit par Véronique Bell pour ne pas être ne pas répéter les choses plusieurs fois. Alors, je me présente aussi rapidement. Je suis le président de l'association des Amis du Vieux-Toisset et de ses environs. C'est une association qui agit sur un territoire d'une quinzaine de communes dans le cadre de la communauté de communes Val-de-Saône Centre. Est-ce que je pourrais voir si voilà la page de présentation? Alors, pourquoi nous sommes intéressés au cimetière? Bien, tout d'abord parce que ce sont des endroits extrêmement intéressants pour plusieurs raisons et sur plusieurs plans. Il y a bien sûr tout ce qui concerne le calme, la tranquillité, la sérénité qu'on trouve dans ces endroits, mais aussi, tout à l'heure, on a vu le cimetière de Saint-Denis. Moi, c'est un autre cimetière, celui de Saint-Paul, mais à La Réunion, que j'ai eu envie de vous mettre en photo pour commencer, parce que c'est vraiment une belle photo qui permet de voir quelle peut être la beauté de ces endroits, en particulier quand en effet, la végétation a été mise en valeur avec cette plantation ici d'une double allée de palmiers. Tout à l'heure, il était question du décret de l'an 12 qui concerne l'organisation des cimetières. Il était prévu justement la plantation d'essence dans ces cimetières, qu'ils soient des endroits végétalisés également. Alors parfois, ça prend… ce cimetière, en plus, à Saint-Paul, il est au bord de l'océan Indien, juste au bord de la mer. Donc, on trouve comme ça de très beaux endroits. En Sicile, le cimetière d'Agrigente, je me souviens aussi l'avoir visité. On a une impression de sérénité, de beauté dans ces endroits. Parfois, sont des détails beaucoup plus simples. Et vous avez ici le cimetière d'un petit village du Val-de-Saône, Garnerand. Le contraste entre une végétation, ces beaux coquelicots, et puis les pierres un peu mangées par le temps, ça donne également des points de vue qui sont très beaux à notre goût. Donc voilà pourquoi nous sommes intéressés au cimetière. Ces quelques cartes vous permettent de voir l'implantation de la communauté de communes Val-de-Saône Centre et les différentes communes sur lesquelles nous intervenons. Alors, lorsque le Printemps des cimetières a été présenté en 2016, il nous a paru un mode très intéressant de travail sur chacune des communes, parce que ce n'est pas évident de trouver un patrimoine commun sur l'ensemble d'un territoire. Or, a priori, sur chaque commune, on pouvait trouver un cimetière. Donc, on pouvait arriver à se mobiliser, à travailler ensemble dans un travail qui concernait chacune des
communes. Et ça donnait une certaine dynamique à l'association, qui a eu d'autres sujets qui étaient fédérateurs sur ces différentes communes. Vous avez par exemple ici la page, la première de couverture d'un livre « Artistes contemporains du canton de Toissay ». C'était également cette idée-là, dans un autre domaine, de travailler sur un thème qui concernait plusieurs villages. Ça a pu être les lavoirs aussi, mais depuis 2016, donc depuis la première édition du Printemps des cimetières, nous nous sommes lancés dans ce travail sur les cimetières et chaque année, nous en faisons visiter 2 ans. Alors, Aude, si on peut revoir la vue précédente, même si je vais aller vite, je voulais simplement insister sur le fait qu'une des difficultés, là, je vous ai mis un petit tableau qui date de 1823 qu'on peut voir au musée de la vie romantique à Paris. Hein, il est intitulé Les orphelins, ce tableau de Schaeffer. L'une des difficultés dans l'organisation, c'est certaines personnes qui vont être trop sensibles au caractère funéraire du cimetière et qui ont du mal à se détacher de cimetière comme un endroit où sont des morts liés à la peine et à la douleur. Et en réalité, la plupart des visiteurs, quand ils sortent de ces visites, nous disent, mais c'est impressionnant ce qu'on a pu découvrir, ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on ignorait, parce que c'est vrai que l'intérêt, c'est de connaître l'histoire du cimetière qui renvoie à l'histoire des habitants, hein, mais aussi les pratiques funéraires, les monuments, la symbolique, enfin, il y a vraiment les inscriptions, comme il était dit précédemment, donc il y a vraiment des tas de choses qui sont intéressantes. Donc, nous faisons visiter 2 cimetières par an et c'est quelque chose qui est fédérateur. Alors, pourquoi un article de presse? Parce qu'il me semble que dans ces occasions, il ne faut pas manquer d'informer la presse locale de ce qu'on fait, aussi bien en ce qui concerne les visites préparatoires, pour informer la population que quelque chose se prépare, qu'au moment du temps des visites. Alors, je ne reviens pas du tout sur les formalités administratives qu'Aude nous a bien présentées avec l'accord du maire de la commune, l'inscription à faire suffisamment à l'avance. Tout ça vous a été dit. L'une des premières choses à faire, bien entendu, quand on décide de visiter un cimetière, et nous, donc, on en fait visiter 2 chaque année, hein, un le matin, l'après-midi, si possible un dans le nord de notre comité de communes et l'autre dans le sud, c'est d'aller découvrir le cimetière. Donc, ça commence déjà par une première visite pour prendre le cimetière, comme il était dit, dans sa globalité, le découvrir, voir ce qui le contient, et puis on sait qu'on y reviendra plusieurs fois, si possible avec des habitants du village qui vont bien le connaître. Et puis aussi, en même temps, parallèlement à ça, il y a tout un travail sur les archives, et ça vous a bien été dit, on se plonge nécessairement dans les archives, en particulier les archives communales, pour retrouver des plans, pour retrouver tout ce qui concerne les délibérations du conseil municipal pour la création de ces cimetières, parce qu'ils ont tous une histoire très particulière. Alors là, c'est ce qu'on est en train de faire sur un petit village qui s'appelle Ilia, et donc on va consulter les archives. On a retrouvé un plan de l'église en 1830 environ, des décisions du conseil municipal, des tas de choses qui sont intéressantes. Ici, dans les archives de la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne, qu'on a visité il y a 3 ans, on a eu la chance de retrouver ce magnifique plan d'un monument au curé Madinier, hein, qui porte l'inscription au bienfaiteur des pauvres, la commune reconnaissante, et tout un tas d'inscriptions. Et dans le cimetière actuel, voilà ce qu'il en reste actuellement, la base seule, le texte presque illisible. Donc, c'est aussi une occasion d'attirer l'attention des élus de ce village sur ce qui se passe dans les cimetières, sur la nécessité d'entretenir, de conserver et pourquoi pas même de restaurer. On va chercher également dans les registre des actes d'enterrement, des actes de sépulture avant la Révolution, où on trouve des choses extrêmement intéressantes à raconter. C'est ce qui intéresse les visiteurs, hein. Ici, on arrive à voir quelqu'un qui a été assassiné par des voleurs la nuit. Donc, dans les actes de sépulture du 18e, du 17e siècle, on trouve des choses qui sont vraiment très précises, puisque les actes ne sont pas codifiés. Ensuite, sur la page de
de droite, on voit qu'ils ont été mordus par un loup enragé. Vous voyez, il y a des choses qui chaque fois sont intéressantes à raconter et beaucoup de visiteurs sont passionnés par ces détails. Dans les archives aussi, on trouve, oui, par exemple, des plantes d'église. Ici, c'est l'église d'Ilia. Et on est amené à parler du transfert du cimetière, des transferts, puisqu'ici, près de cette église dont on voit le plan, on remarque la présence de tombes, mais le cimetière, à partir des années 1870, a été transféré, a été éloigné du centre du village pour se retrouver plus loin de la campagne. Donc, on est amené à évoquer l'ancien cimetière et parfois, et ce sera le cas à Ilia le 22 mai, on visitera le cimetière actuel et on s'approchera d'église qui n'est pas très éloignée, cette très belle église où il se trouve également quelques tombes anciennes du 19e siècle. C'est une très belle église qu'on visitera aussi par la même occasion. Regardez cette abside du 12e siècle, ces peintures des femmes au tombeau, ces fresques aussi du 12e siècle. Donc, on va allier les deux à cette occasion-là. En ce qui concerne l'histoire des cimetières, oui, on est amené à rechercher la raison de leur transfert. Et même si le cadre, donc, c'est l'éloignement des cimetières des zones habitées, on se rend compte que souvent d'autres motivations sont intervenues. Et à Toissay, en 1840, par exemple, ça a été la grande inondation de la Saône qui a recouvert le cimetière pendant plusieurs semaines, qui l'a détruit, emporté les murs, emporté des stèles également, d'où la nécessité de trouver un autre espace pour les cimetières, davantage à l'abri des crues. Donc, on a éloigné le cimetière et on l'a mis à l'abri. On peut trouver dans d'autres circonstances que c'est le choléra de 1832 qui a conduit à éloigner le cimetière, ou bien encore le don d'un bienfaiteur, et c'est le cas dans le cimetière de Montmerle, puisque Pantalon Béraud, en 1815, a fait don d'un terrain sur lequel la commune a pu installer le nouveau cimetière, comme ça l'avait demandé quelques années auparavant. Voilà, alors quelques exemples. Beaucoup de choses ont été dites par Véronique Béraud. Donc, je veux dire que ce qui me paraît intéressant de dire, c'est que même dans les petits cimetières, parce que nous avons des petits cimetières de campagne, hein, des cimetières ruraux, dans chacun de ces cimetières se trouvent au niveau monumental des choses qui sont intéressantes. Hein, le monument à l'honneur des curés de Toissay, une chapelle funéraire avec autel, qui se trouve dans le cimetière de Montmerle. Cette colonne brisée, on en trouve dans presque tous les cimetières, hein, qui symbolise une vie brisée. La tombe de l'abbé Guyou, qui est dans chaque commune, dans chaque paroisse se trouvent des abbés, et souvent au 19e siècle, ils ont eu une vie très, très intéressante, très remplie, une vie de charité, une vie consacrée aux sciences. C'est le cas d'abbé Guyou qui construisait des cadrans solaires, on en a recensé une bonne vingtaine. Et puis, des choses un peu surprenantes. On a vu tout à l'heure des tombes de gens du voyage. Au cimetière de Montmerle, on voit une tombe des plus improbables, et également dans sa structure, dans son ornementation. On est amené à se poser parfois des questions auxquelles on ne sait parfois pas répondre. Un autre patrimoine intéressant, c'est le patrimoine des croix métalliques, hein, qui se sont beaucoup développées au milieu du 19e siècle avec les progrès technologiques et puis avec les transports également, et elles sont souvent extrêmement intéressantes à la fois dans leur décoration et à la fois dans leur symbolique. Des croix de cimetière dans tous les cimetières, croix en pierre, croix métalliques, hein, ici vous avez celle du cimetière de Montmerle, celle du cimetière d'Ilia. Et on ne négligera pas que certaines tombes sont différentes. Et vous étiez parlé tout à l'heure des tombes réformées. Ici, c'est une tombe d'une famille juive, voilà, qui apparaît dans le cimetière de Toissay, donc très sobre, qui se différencie des autres. Le cimetière est vraiment un reflet de la société. Des personnalités inhumées dans les cimetières, parfois c'est un peu l'absence de moyens qui conduit à des tombes très sommaires, et c'est un peu émouvant de voir ce cœur tracé dans le sable qui recouvre la tombe de Bisemont au cimetière de
de Toissay, hein, pas beaucoup de moyens, donc une tombe très sommaire, sans beaucoup de décors et quelque chose d'artistique, mais de très personnel. La tombe du curé Janton également. Alors, on va rentrer ici dans les symboles. Le curé Janton, curé de la commune d'Illard. Les personnalités, pour nous, c'est à l'aune du cimetière, hein. Donc, un curé, c'est un personnage important dans un village, avec comme symbole ici le calice et le ciboire, bien entendu. Et puis à côté, la tombe d'Esprat avec Edmond Desprats, qui a été à la fois résistant, journaliste, et puis Madame Desprats, qui était peintre également. Donc dans chaque cimetière, on va trouver des personnalités en fait intéressantes, oui, avec l'enclos de la famille Broc de Hautland, qui est la famille qui possède le château de Pionin dans la commune d'Ilia. Et puis dans cette petite commune qui sera à l'honneur bientôt, vous voyez, les habitants ont tout de suite attiré notre attention sur une cuisinière qui a régné pendant plusieurs décennies sur le restaurant du village. Donc il nous a paru intéressant de la mettre en évidence. Alors, c'est vrai que lors de notre première visite du cimetière, elle n'a pas particulièrement attiré notre attention, mais par la suite, on a découvert que ce personnage était dans la mémoire de nombreux habitants du village. Donc, nous en parlerons. Voilà, dans les nouvelles pratiques funéraires, hein, il y a très souvent des gravures sur les stèles des tombes. Et ici, on a découvert cette chapelle et on a réussi à l'identifier sans trop de mal. Alors, ce qu'on a du mal à établir, ça, il faudrait connaître l'histoire des familles, c'est le lien entre le défunt et puis cette chapelle qui est la chapelle de la Madone de Fleury, dans le Beaujolais. Fleury, un des crus du Beaujolais. Voilà, on a reconnu la chapelle assez facilement. Alors, quelle forme prend l'hommage aux personnalités? Ici, c'est une femme de lettres, poète, qui s'appelle Jeanne Sandelion, qui est inhumée dans le cimetière de Saint-Didier-sur-Chalaronne. Eh bien, pour lui rendre hommage, ce jour-là, nous avons tout simplement décidé de lire un poème. Et c'est ce que fait cette personne-là qui est habillée en blanc. Alors, il faut prévoir également que ce jour-là, il peut parfois pleuvoir et qu'il faut être bien équipé. Dans les recherches qu'on fait dans les archives, on peut avoir quelquefois des trouvailles très heureuses, comme ici cette photo prise en 1935 dans le cimetière de Toissay et qui a été prise lors des obsèques du général Jean-Baptiste Marchand. C'est la plus ancienne photo dont on dispose, hein, concernant ce cimetière. On a beaucoup parlé déjà, Véronique Bell a beaucoup parlé déjà des inscriptions, hein, inscriptions biographiques, si vous avez un chevalier de la Légion d'honneur, inscriptions religieuses également, qui sont très fréquentes, les épitaphes, je ne reviens pas dessus, le nom, peut-être qu'on peut revenir en arrière, voilà, Bandira, c'est le nom d'un sculpteur marbrier, voilà pourquoi je l'ai mis en évidence, parce qu'on essaye de repérer les tombes de cette famille, les tombes sculptées, hein, les monuments sculptés par cette famille de marbriers, et vous voyez que sur la vue de droite, ce marbrier a représenté les outils de son métier sur sa stèle funéraire. Alors, vous connaissez le compas, hein, qui englobe la massette et puis tous les outils, les pointes, les ciseaux. À côté, il ne s'agit pas ici de symbole, hein, mais plutôt d'une représentation, hein, qui fait penser aux stèles antiques, aux stèles romaines, où on voyait vraiment la figuration de la profession exercée par le défunt, couronne funéraire, ciboire pour un prêtre, le monogramme du Christ ici avec ce Christ, ces deux lettres en forme rayonnante, les deux premières lettres du nom du Christ, avec l'alpha et l'oméga, hein, qui sont des symboles religieux. Voilà, ces symboles qu'on trouve jusque même l'ornementation du portail du cimetière d'Illa, cette belle couronne funéraire. Alors la couronne, elle se met sur la tête, elle est un intermédiaire entre la terre et le ciel également, hein, en dehors de son aspect circulaire dont il était question. Et ici, en son centre, un magnifique sablier ailé, que l'on retrouve également sur la croix en fonte, hein, qui est à côté, dans le même cimetière.
Monsieur Louforest, si on peut terminer en 2 minutes. Allons-y, on court. Voilà, ici, les questions de symbolique, le sablier, un des attributs de la mort, la peau de citron également. Alors, j'ai décidé de placer cette peau de citron tout simplement parce qu'au Musée des Beaux-Arts à Lyon, on se trouve une exposition en ce moment, à la vie et à la mort, qui est qui est pleine d'informations sur ces symboles. Voilà, autre inscription. Alors, dans le thème peut-être de cette année, mémoire de guerre au cimetière, on repère dans tous les cimetières un monument aux morts, bien entendu, guerre 1914-1918, guerre 39-45, un carré militaire, avec quelques informations sur les soldats qui sont inhumés ici. Ici même une photo très émouvante, la photo de Clément Taton. Dans le petit cimetière d'Ilien, tombe d'un aviateur qui s'est écrasé en 1915 sur la commune d'Ilien, qui a trouvé la mort lors de cet accident et qui est inhumé dans ce cimetière-là. Donc vous voyez, ça paraît très surprenant, mais on fait des découvertes étonnantes. Voilà, une gourde d'un soldat africain, soldat d'Afrique de l'Ouest qui a combattu en 1940, tué par les Allemands, inhumé dans le cimetière de Guérin, et sa gourde est encore présente. Et pour terminer, peut-être, voilà, les initiatives que ces différentes éditions du Printemps des cimetières font naître. La commune de Monceau a décidé, plutôt que de jeter ses croix de fonte sur les concessions arrivées à échéance, de conserver les plus belles et d'exposer le long d'un des murs du cimetière. Donc, exposition simple, mais au moins, c'est un désir de conservation. La commune de Toisset restaurera en 2023 cette chapelle funéraire élevée en l'honneur du curé Ducret. Un peu plus loin, à Saint-André-sur-Vieux-Jon, ce sont 7 stèles qui ont été déplacées, qui sont mises en valeur à l'entrée du cimetière. Et puis, dernière chose qui peut enrichir la visite, c'est de faire appel aux professionnels. Ici, une sculptrice qui est en plein travail dans la petite chapelle qui est au centre, qui s'est installée et qui fait une démonstration. Il ne faut pas négliger non plus les professionnels qui peuvent apporter des informations très, très intéressantes. En tous les cas, les visiteurs qui viennent chaque année nous offrent un retour très, très positif sur ces visites. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va passer au retour de Camille Ekman, animatrice adjointe au Pays d'Art et d'Histoire de la communauté de communes de la région de Guebwiller. On vous écoute. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être rapide et claire et efficace pour pas trop prolonger mon temps de parole pour que tout le monde ait le temps de passer, parce que tout le monde rapporte des éléments super intéressants. Donc, en fait, la communauté de communes de la région de Guebwiller est labellisée Pays d'Art et d'Histoire depuis 2004. Et dans ce cadre-là, on met en place une programmation très riche et variée sur la valorisation et la médiation du patrimoine dans son sens large, c'est-à-dire à la fois le patrimoine industriel, le patrimoine paysager, le patrimoine viticole, mais aussi les églises, l'art roman qui sont très importants sur notre territoire. Donc, on prend vraiment la notion de patrimoine dans son sens large. Et du coup, les objectifs du Printemps des cimetières correspondent tout à fait à nos missions, puisqu'on met en place des visites guidées, des ateliers pédagogiques ou encore des expositions tout au long de l'année à destination des habitants, des touristes, mais aussi du jeune public. Et en plus, l'initiative de patrimoine oralpin sur ce Printemps des cimetières nous a particulièrement touchés parce que le patrimoine funéraire était une thématique qu'on n'avait pas encore développée et pourtant qui est très importante sur notre territoire. Pour rappel, notre territoire, c'est 19 communes installées dans 3 vallées vosgiennes, donc dans le Haut-Rhin, en Alsace. Nous, notre première participation, elle date de 2018. On a participé également en 2019. En 2018, le cimetière de Guebwiller, que vous pouvez voir sur les photos, était concerné. Et en 2019, c'était le cimetière de Souls, une autre commune.
qui étaient concernés. Ces premières éditions étaient un véritable succès. Chaque visite a regroupé plus d'une trentaine de participants qui étaient essentiellement des habitants du territoire, intrigués par cette thématique ou qui avaient un lien d'attachement dans ces cimetières. Et aussi des élus. On a eu la chance que des élus participent à ces visites et sont ainsi sensibilisés à cette thématique. Au vu de du succès de ces deux visites qu'on a proposées en 2018 et 2019, on a reproposé les mêmes visites de ces cimetières, mais en visite flash, c'est-à-dire en 30 minutes, entre midi et 2. C'est des visites flash qu'on propose tout au long de l'année dans notre programmation, parce qu'il y a des visiteurs qui nous ont demandé à ce qu'on reproduise ces visites, parce qu'ils n'ont pas pu assister à ces présentations lors des printemps des cimetières. Pour nos participations au Printemps des cimetières, on a toujours collaboré, bien sûr, avec les autres partenaires locaux, mais aussi avec des partenaires alsaciens. Par exemple, en 2018, on a travaillé avec l'association Mémoire mulhousienne, qui a également proposé des visites de cimetières de Mulhouse. Et on a réalisé une communication commune, en plus de la communication proposée par Patrimoine Oralpin. Et pour cette année, en 2022, on participe au Printemps des cimetières en partenariat avec le consistoire israélite du Haut-Rhin pour présenter le cimetière israélite de Jungels. Alors, effectivement, on a encore plein d'idées pour les prochaines éditions. Les premières éditions 2018 et 2019 auxquelles on a pu participer, on a touché des cimetières communaux liés au contexte de création qui ont déjà été rappelés avec les politiques hygiénistes du 19e siècle. Cette année, nous touchons le cimetière israélite de Jungels, qui a une histoire particulière depuis l'époque moderne. Et pour les prochaines éditions, on souhaiterait toucher notamment le cimetière fortifié de Hartmannswiller, que vous voyez en photo et qui date de l'époque médiévale et qui a continué son existence jusqu'à nos jours. Le cimetière n'a pas bougé malgré les politiques du 19e siècle. Ou encore le cimetière roumain, c'est un cimetière militaire situé à la Gauchemate. Nos visites guidées, je vois une question qui apparaît, durent environ 1h30, 2 heures pour les visites proposées lors du Printemps des cimetières. Et ensuite, on les a transformées en visites flash pour pouvoir toucher le public qui n'avait pas été présent lors de la première proposition. Alors, comment on prépare ces visites guidées? Nous, on suit toujours le même processus de préparation de nos visites, de nos animations. Il y a toujours un temps de recherche en amont, alors que ce soit au sein de notre centre de documentation, qu'on a réuni sur les 19 communes, leur histoire et leur patrimoine, mais aussi au sein des archives et bien sûr un travail de terrain au sein des cimetières, de recherche sur la forme de ces cimetières, leur organisation, mais aussi la forme des pierres tombales, les sculptures, l'art funéraire qui est développé au sein de ces monuments. On peut voir sur la première image un plan et un dessin de l'ouverture projetée pour le cimetière de Souls. On a la chance d'avoir des archives municipales qui sont très bien conservées, notamment pour le 19e siècle. Et on a pu retrouver ces plans, ces dessins, mais aussi les plans d'organisation, les actes du conseil municipal pour la création ou le déplacement des cimetières, les agrandissements, mais aussi des informations sur des tombes précises ou des problématiques de paiement, des concessions également. Donc, tout cela est très intéressant et on condense ensuite, on organise cette information pour la transmettre au public. On choisit toujours aussi une thématique ou une trame pour la visite, pour ne pas partir dans tous les sens. On a vu que le patrimoine funéraire est très riche dans les précédentes interventions, donc on est obligé de toujours choisir une piste à suivre lors des visites pour ne pas dépasser les 1h30. Ce qui nous amène aux objectifs des visites proposées. Alors, je vous disais que le patrimoine funéraire n'était pas
encore très travaillé sur notre territoire. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a les associations, les sociétés d'histoire qui avaient déjà évoqué ce patrimoine, mais plutôt sur l'aspect des biographies, des illustres, des personnages publics qui sont enterrés dans ces cimetières, dans les communes, oui, dans nos différentes communes. Et nous, ce qu'on a voulu proposer plutôt au cours de ces visites, c'est de contextualiser ces cimetières, et aussi de contextualiser les différents monuments funéraires pour pouvoir les comprendre. Bien sûr, on n'a pas du tout complètement écarté les biographies ou les informations sur l'histoire des personnes enterrées, parce qu'elles nous permettent de comprendre le choix, les de sculptures, les épitaphes. On a vraiment voulu contextualiser ce patrimoine funéraire. Et on a aussi voulu travailler sur tous les métiers qui se sont développés sur notre territoire pour répondre aux demandes en termes de mobilier funéraire à partir du 19e siècle. Et on a eu un riche artisanat qui s'est développé, artisanat d'art qui s'est développé dans nos vallées. On a aussi voulu, au cours de ces visites, aiguiser le regard des visiteurs, que ce soit les habitants ou les élus, pour qu'ils puissent reconnaître l'intérêt de ce patrimoine funéraire, de sa richesse, mais aussi des problématiques de sa conservation, de son entretien, pour que des actions ensuite puissent être menées, toujours dans la connaissance de ce patrimoine funéraire, mais aussi dans sa conservation, qui là c'est le rôle des propriétaires des différents cimetières, donc les conseils municipaux de nos différentes communes. Je crois que j'ai fait le tour des éléments qui me semblaient les plus importants pour les actions qu'on a menées sur nos territoires. Merci beaucoup. Ouais. Bonne soirée. Merci. Il y a une question dans la discussion, si jamais vous pouvez y répondre peut-être par écrit. Donc, je continue avec un point donc, sur le thème. Donc, l'édition 2022, c'est notre deuxième édition thématique. Le thème donc, a été déjà rappelé. Ce sera Mémoire de guerre au cimetière. La première édition thématique s'est déroulée en 2021 sur le thème l'histoire et les histoires de nos cimetières. Donc, le choix de la thématique se fait généralement au cours de l'été précédant la prochaine édition et annoncé au cours du mois d'août ou du mois de septembre pour laisser donc le temps aux organisateurs de pouvoir organiser leurs animations. L'idée, c'est toujours de garder un thème assez large pour qu'ils puissent se retrouver dans tous les cimetières, qu'ils soient ruraux, urbains, petits ou très grands. Donc, sur ce thème mémoire de guerre au cimetière, l'objectif était multiple. D'abord, de mettre en lumière des femmes et des hommes qui se sont illustrés ou dont l'histoire est liée aux grands conflits contemporains que nous avons connus. D'expliquer aussi les différents sites où reposent les combattants et leur gestion, que ce soit les carrés militaires qu'on peut retrouver dans les cimetières communaux, les nécropoles nationales, les cimetières militaires étrangers dont on a déjà un peu parlé avant, ou aussi les tombes familiales où des soldats peuvent être enterrés. Il y a aussi une symbolique particulière et une architecture qui peut se retrouver dans les tombes liées à la guerre. Donc voilà, c'est les trois grands sujets qui nous semblaient intéressants de mettre en lumière pour cette édition. Et du coup, je vais vous présenter rapidement trois animations qui seront proposées cette année en lien avec le thème. D'abord, une visite guidée proposée par le Pays d'art et d'histoire Monts et Parages, donc en Haute-Vienne, intitulée Mémoire de guerre au cimetière de Saint-Léonard de Noblat, donc qui vous propose de découvrir l'empreinte laissée par les guerres au cœur du cimetière, les soldats plus ou moins connus ayant donné leur vie en 14-18 ou lors d'autres conflits mondiaux.
ceux ayant fui leur patrie ou perdu la vie loin de celle-ci, donc des soldats de Napoléon, des résistants durant la Deuxième Guerre mondiale, des combattants d'Algérie, des infirmiers indochinois, des réfugiés polonais ou d'autres nationalités et de tout temps. Ensuite, une visite guidée qui sera proposée par l'association Chronique de Bresse, intitulée « La vie militaire au fil des tombes de Bourg-en-Bresse », donc dans l'Ain, des militaires et des civils au service de la France. Longtemps ville de garnison, Bourg-en-Bresse a vécu au rythme des régiments qu'elle a hébergés par les concerts, les défilés ou les manœuvres locales. Elle les a soutenus et s'est inquiétée de leur sort lors des conflits où la France était engagée. Certains soldats sont morts loin de leur terre natale, mais d'autres y reposent néanmoins. Ce sont tous les aspects de la vie militaire de la cité que propose de conter l'historien local Rémi Riche au cours de cette visite mémorielle. Et enfin, une visite libre proposée par la commune de Corbelin en Isère pour faire découvrir donc, les tombes de soldats et de militaires à travers des fiches explicatives et des cocardes qui seront installées sur les tombes. Voilà, c'était surtout pour vous donner une idée des animations en lien avec le thème qu'il est possible de proposer. Bien sûr, il y aurait plein d'autres exemples à présenter, mais ça vous donne une idée. Pour faire un point sur nos partenaires sur cet événement, on a 3 mécènes et soutiens. La Chambre syndicale nationale de l'art funéraire, qui est mécène depuis 2019. L'entreprise Barthélemy Bronze, mécène de l'événement depuis 2018. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient Patrimoine Oralpin pour l'ensemble de ses actions. Et on a la chance d'avoir plusieurs partenaires, dont certains qui nous ont rejoints justement pour cette édition, notamment l'ONAC-VG, donc l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'Association du souvenir français, la Commonwealth War Grave Commission et des partenaires qui nous suivent depuis plusieurs éditions, notamment Généanet, Résonance funéraire et Funéraire Magazine qui nous accompagnent donc sur la communication. Je vais laisser rapidement la parole du coup justement à Alexandrie Espinas du service patrimoine du souvenir français pour vous présenter un peu plus l'association et pourquoi ils sont partenaires du coup de cette édition. Merci Aude. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Alexandrine Espinas et moi j'ai une formation de géographe et j'ai notamment travaillé à Bologne en Italie et à Rennes en Bretagne et maintenant donc je représente le souvenir français, je travaille pour le service patrimoine de l'association. Je vais essayer de faire vite en quelques minutes pour vous présenter l'association et ses missions principales. Le souvenir français, c'est une association qui a été créée en 1887 suite notamment à la guerre de 1870-71 et qui est reconnue d'utilité publique en 1906. Elle a 3 missions qui sont les suivantes: entretenir, conserver et transmettre, entretenir les tombes des combattants morts pour la France dans les cimetières communaux, conserver la mémoire, c'est-à-dire à travers notamment des cérémonies patriotiques et autres commémorations, et transmettre la mémoire notamment notamment au travers et auprès des scolaires. On finance différents voyages scolaires et on met en place également des projets pédagogiques. La force de l'association, c'est qu'elle est répartie sur tout le territoire, notamment dans tous les départements français. On a 70 délégations également à l'étranger et les délégations regroupent des comités qui sont au nombre de 1600-1700 environ. J'appuie sur ce fait notamment pour les participants du Printemps des cimetières. Si jamais vous avez besoin d'informations localement sur certaines tombes, n'hésitez pas à contacter justement les comités du souvenir français qui vont pouvoir éventuellement vous aider, notamment sur les sépultures militaires. Donc, pour retrouver le comité qui est lié à votre territoire, vous pouvez aller sur le site internet du souvenir français et retrouver très facilement les coordonnées des délégués départementaux qui sauront vous aiguiller. Moi, j'interviens surtout donc, pour vous présenter l'association, mais aussi vous présenter une initiative qu'on a mise en place depuis maintenant plusieurs années. Donc, c'est l'application qui s'appelle Géomémoire, que vous pouvez télécharger gratuitement
Et je vous propose de regarder une petite vidéo de quelques minutes pour vous présenter le projet. Alors, Aude, je pense que vous pouvez la mettre en x1, 1,5 parce qu'elle est assez lente et il n'y a pas d'audio. Du coup, je vous remercie. Du coup, petite précision par rapport à cette vidéo, l'application a changé de nom pour GeoMémoire. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement et l'utiliser à votre convenance. Donc, le projet de base, c'était de géolocaliser, grâce aux coordonnées GPS, les sépultures des combattants morts pour la France dans les cimetières communaux. Parce qu'on est parti du constat que la sépulture familiale et le combattant mort pour la France, c'est la combinaison de trois mémoires, une mémoire individuelle et familiale, hein, puisque le combattant est issu d'une généalogie et a une histoire qui lui est propre, mais aussi une histoire qui est locale, soit il est né, soit il est décédé dans la commune dans laquelle il est inhumé, ou du moins il y est passé. Et enfin, une histoire nationale, puisqu'il a participé à un conflit qui s'inscrit dans le national. Donc, l'objectif de cette application, c'est notamment de recenser, de géolocaliser, donc d'inscrire la tombe via le numérique et aussi de partager l'histoire individuelle du combattant. Donc, le principe, c'est que vous allez dans un cimetière. Quand le cimetière est géolocalisé, vous avez l'application, c'est comme Google Maps en fait, et vous voyez votre petit point bleu se balader en fonction de vous qui vous baladez dans le cimetière. Et après, vous cliquez sur des petites cocardes qui symbolisent la tombe. Et quand vous ouvrez quand vous cliquez sur cette cocarde, il y a toute une fiche biographique avec des informations assez précises sur le parcours du combattant en question, avec souvent des images, des photographies quand on en a. Quand on n'en a pas, c'est plus compliqué, mais on essaye d'illustrer au maximum, et des sources aussi et des archives qui ont été consultées en amont. Donc voilà, c'est un outil que vous pouvez vous approprier totalement dans le cadre du Printemps des cimetières notamment. Et voilà, c'était simplement pour vous présenter cela et vous dire que le Souvenir français est à la disposition de tous ceux qui veulent participer et qui ont besoin d'informations concernant les combattants morts pour la France. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je refais juste un point calendrier avant de conclure pour les organisateurs qui sont donc déjà inscrits ou qui veulent le faire prochainement. Pour rappel, le 25 mars marque la fin des inscriptions pour les organisateurs qui souhaitent bénéficier des documents de communication papier que je vous ai présentés tout à l'heure. À la suite donc, du 25 mars, les inscriptions resteront ouvertes. Simplement, les organisateurs ne pourront plus avoir accès aux documents de communication papier pour respecter donc, le délai d'impression et d'envoi afin que les organisateurs puissent
puissent recevoir les documents maximum un mois avant l'événement. Donc, le 28 mars, le bon de commande sera envoyé aux organisateurs avec une demande de retour assez rapide sous une semaine. Début avril, le kit de communication numérique dont je vous ai parlé également sera mis en ligne sur le site internet. Autour du 20 avril, donc on espère la réception des documents de communication papier pour les organisateurs. Et ensuite, le 20 avril, donc un mois avant l'événement, la mise en ligne du programme et de la carte interactive et également le lancement de la communication globale du côté donc, de Patrimoine Nord-Alpin. Alors, avant de conclure, j'ai vu quelques questions passer. Du coup, il me semble que je l'ai dit rapidement, mais donc le thème est décidé au cours de l'été. Donc, le thème de la prochaine édition 2023 n'est pas encore décidé. Le thème, je ne l'ai pas forcément en effet signifié, mais ça n'est pas un critère d'inscription, donc il n'est pas obligé de suivre le thème pour proposer une animation. C'est simplement, l'idée, c'est simplement en fait de proposer aux organisateurs un axe de réflexion. Donc, il reste facultatif. Et ensuite, c'est plus une question donc, pour Alexandrine. C'est une question sur Géomémoire. Géomémoire ne localise que les morts pour la France, donc pas certains héros morts un peu à distance de leur retour de camp de concentration, par exemple. Alors, concernant Géomémoire, le parti pris, c'est de géolocaliser donc, les tombes des combattants qui ont reçu la mention mort pour la France. Mais de fait, on a certaines tombes qui sont géolocalisées en fonction de la volonté des communes et également des bénévoles sur le terrain. Exemple, aussi sur l'application, vous avez par exemple le cimetière de Levallois-Perret. Et en fait, il y a eu un partenariat qui a été fait avec la commune, avec la ville de Levallois-Perret, pardon. Et vous avez un parcours des combattants morts pour la France et aussi des personnalités remarquables du cimetière. Par exemple, on a géolocalisé la tombe de Gustave Eiffel, de Louise Michel, qui ne sont pas des combattants morts pour la France, mais on trouvait aussi intéressant de les inclure dans le parcours proposé par Géomémoire. Donc, tout se fait un petit peu au cas par cas, si vous voulez. Un autre exemple d'un parcours qu'on a mis en place au cimetière de Montmartre à Paris. Là, le cimetière est visible sur l'application, mais il y a simplement une quinzaine de tombes qui ont été géolocalisées. Elles représentent un parcours des personnalités du monde médical de la Grande Guerre qui sont inhumées à Montmartre et qui ont joué un rôle assez important dans le conflit, notamment parce qu'on a eu toute une série de commémorations autour de Suzanne Noël, qui était une grande chirurgienne qui a notamment travaillé sur les gueules cassées. Donc là, c'est un exemple d'un projet spécifique qu'on a mis en place et qu'on a valorisé ensuite dans Géomémoire. Donc tout est possible, si je puis dire. Tout dépend du projet, mais l'essence même de l'application, ce sont les morts pour la France, en effet. Merci pour cette réponse. Il y en a une autre qui vient d'arriver, pareil, sur l'application Géomémoire. Monsieur qui dit, madame, nous avons sur notre secteur l'association du souvenir français très implantée. Ils ne m'ont jamais parlé de Géomémoire. Est-ce sur tout le territoire ou localisé? Alors, l'application, en réalité, a donc changé de nom parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils ne vous en ont jamais parlé. Mais on développe ça sur tout le territoire. On a même, par exemple, une tombe, pour le moment, qui est géolocalisée à Papeete. Donc, voilà, c'est vraiment... le but, c'est de faire vivre l'application et de la documenter au maximum. Donc, voilà, on a plein de projets en cours, notamment pour Montmartre dont je vous parlais il y a 30 secondes. On a 15 personnalités du monde médical, mais là, on a 350 morts pour la France qui ont été recensés dans le cimetière et on est en train de rédiger les fiches biographiques. Donc voilà, donc en fait, ça s'alimente en permanence et je crois que là, pour le moment, on a 35 cimetières à peu près qui sont disponibles sur
sur l'application, mais ça ne cesse de grandir. Donc, encore une fois, tout est possible. Voilà. Merci. Ensuite, donc ça, c'est plutôt une question pour moi. Peut-on extrapoler avec le patrimoine funéraire ailleurs que dans les cimetières? Alors oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on met l'accent sur le patrimoine funéraire en général, pas forcément sur les cimetières en particulier. En effet, le patrimoine funéraire, on peut le retrouver dans d'autres lieux, les églises, bien sûr. On peut également s'intéresser aux cénotaphes qui ne contiennent pas de corps, mais qui sont également des monuments qu'on retrouve dans les églises, mais aussi dans d'autres lieux. En 2019, une association Sauvegarde et Embellissement de Lyon a proposé une déambulation dans la ville de Lyon à la recherche des cimetières aujourd'hui disparus, des anciens lieux de sépulture. Donc ça peut aussi être un axe, puisque de nombreux lieux de sépulture ont disparu aujourd'hui ou ont été déplacés, mais il peut rester des marqueurs. Donc, les sujets, comme je l'ai dit, peuvent être très variés et ne se cantonnent pas donc au cimetière. Je pense qu'il va être le temps de conclure. Si jamais vous avez des questions auxquelles nos intervenants ou moi-même n'avons pas répondu là pendant le temps de cette visioconférence, n'hésitez pas à nous les adresser par mail. On s'occupera de les transférer aux personnes concernées. Encore une fois, on est tout à fait à votre disposition si vous avez besoin d'informations. Vous avez nos coordonnées ici et en attendant, donc merci beaucoup pour votre participation, en espérant vous compter parmi nos organisateurs si ce n'est pas déjà le cas, et de vous avoir convaincu aussi de rejoindre l'événement. Et donc rendez-vous les 20, 21 et 22 mai 2022 pour le Printemps des cimetières 6e édition. Merci à vous.